Mesdames et messieurs les représentantes et les représentants, je vous salue au nom de mon pays. J'espère que cette 77e session de l'Assemblée générale produira les meilleurs résultats pour notre pays et pour l'ensemble de l'humanité. Je tiens également à féliciter M. Sabah Korosi, qui a accédé à la présidence de l'Assemblée générale. Le thème de cette année, un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués, me semble tomber à point nommé. Car nous réunissons alors que l'on essaye de relever de multiples défis à l'échelle planétaire. L'une des principales leçons que nous avons apprises de la pandémie, c'était celle de la solidarité dans le cadre de la lutte contre les différentes menaces. Ainsi, en Turquie, nous avons pu fournir une aide humanitaire à plus de 161 pays et 12 organisations internationales. Et nous avons également fourni le Turcovac, notre vaccin national, ainsi que des vaccins locaux à l'ensemble de l'humanité. Et l'an dernier, nous avons ratifié les accords de Paris afin de démontrer notre détermination à contrer les changements climatiques. À l'horizon 2053, nous souhaitons être un pays n'ayant plus aucune émission. Nous avons participé à la conférence des parties, à la Convention sur la biodiversité à Istanbul, et nous avons démontré que nous voulions être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. En raison des problèmes causés par la pandémie dans le cadre des chaînes d'approvisionnement, le monde en a pâti et avec la crise ukrainienne, nous sommes balayés par une nouvelle vague de choc. Les pressions dues à l'envolée des prix de l'énergie, des aliments et des matières premières va croissant, ce qui a des effets sur les économies et le bien-être social. Toutes ces évolutions de la situation ont illustré une fois de plus l'importance de la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Et la Turquie, dès le début, a vu le secteur énergétique comme un domaine de coopération, non pas de concurrence. Nous avons lancé de nombreux projets en faveur de la sécurité énergétique, pas seulement dans notre région, mais également à l'échelle mondiale. Et ces derniers temps, nous n'avons pas changé de cap. Les processus actuels ont également mis en péril la sécurité alimentaire. En ce XXIe siècle, nous avons tant de perspectives financières et technologiques inédites. Et pourtant, 1/5 de la population mondiale subit encore la faim et la pauvreté. Le monde devait s'acheminer vers l'objectif de l'éradication de la faim d'ici à 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable, mais il semble qu'on s'éloigne de ces objectifs. L'heure est venue de donner espoir, ce qui n'est possible que grâce à la coopération et à la solidarité internationale, dans le cadre d'une démarche équitable les uns envers les autres. Sur fond de ces défis qui nous concernent tous, nous devons agir de concert. La Turquie tient à démontrer cette volonté, comme nous l'avons fait pendant la pandémie ou encore pendant la crise climatique. Nous avons également démontré cette position que nous occupons face à la crise entre la Russie et l'Ukraine, qui entre déjà dans son 8e mois. Et nous espérons que la guerre ne pourra jamais triompher. Nous espérons
qu'un processus de paix équitable puisse se matérialiser. C'est important car nous ne cessons de souligner l'importance de la diplomatie dans le règlement des différends par le biais du dialogue. Voilà pourquoi nous avons convoqué le forum de diplomatie d'Antalya et ensuite à Istanbul pour rallier les parties et faciliter un processus de règlement. Grâce aux efforts sans relâche que nous avons consentis aux côtés du secrétaire général, nous avons pu exporter des céréales ukrainiennes par le biais de la mer Noire et vers les marchés mondiaux. L'accord d'Istanbul, qui garantit ces exportations, est primordial. Et ces exportations sont de plus en plus nombreuses jour après jour. Il s'agit là d'un accord primordial conclu aux côtés des Nations Unies. Il s'agit d'une des plus grandes réalisations de l'ONU lors de la décennie écoulée. Et je pense que la communauté des nations a pu ainsi reprendre confiance en l'ONU grâce à cet accord d'Istanbul qui a démontré que les négociations pouvaient porter leurs fruits, surtout sur des questions essentielles pour toutes les parties impliquées. Nous avons suivi la même démarche face à la crise entourant la centrale nucléaire de Zaporijia, qui menace la sécurité de l'ensemble de l'humanité. Ce conflit connaît une escalade et nous n'avons pas ménagé nos efforts afin que l'on puisse mettre un terme à la guerre en protégeant l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine une fois pour toutes. Nous souhaitons lancer un appel à toutes les organisations internationales, à tous les pays du monde, en faveur des initiatives pacifiques de la Turquie afin de régler cette crise une fois pour toutes. Nous devons trouver un dénouement à cette crise, ce qui n'est possible que par le biais de solutions diplomatiques raisonnables, justes, réalistes, viables. Et d'autre part, toutes ces catastrophes qui touchent des millions de personnes ont démontré que les Nations Unies doivent être plus efficaces et qu'elles endossent une responsabilité afin de trouver des solutions aux problèmes mondiaux. Les Nations Unies doivent être beaucoup plus inclusives, doivent pouvoir présenter des solutions en faveur d'un ordre mondial plus équitable. L'ONU doit être une organisation internationale qui représente la volonté commune de toutes les populations du monde. Et particulièrement, le Conseil de sécurité doit devenir plus efficace, démocratique, transparent, responsable. Il doit fonctionner mieux. Et cela dans le cadre de la quête de la paix et du bien-être pour l'ensemble de l'humanité. N'oublions pas nos responsabilités communes. Nous avons toujours dit qu'un monde plus équitable était toujours possible. Nous n'allons cesser de le répéter dans toutes les enceintes tant que nous en aurons l'occasion. Nous sommes résolus dans cette initiative et nous appelons le monde entier à nous soutenir. Mesdames et messieurs, les représentantes et les représentants, notre politique étrangère a toujours reposé sur des objectifs pacifiques. De notre région au monde entier, nous n'avons eu de cesse de veiller à ce que la paix prévale. Dans le cadre de notre initiative Médiation pour la paix, menée sous les auspices des Nations Unies, nous sommes attelés à régler les conflits de l'Europe à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique ou encore d'autres régions du monde. Nous veillons à faire office de médiateurs. Nous endossons également le rôle de facilitateur afin de régler les conflits une fois pour toutes. Nous sommes situés au cœur d'une région
secoués par les conflits, mais nous essayons de contribuer aux solutions, non pas aux problèmes. Et cela n'est possible que grâce aux initiatives que nous avons entreprises. Dans ce cadre, nous soulignons qu'une solution pacifique doit être trouvée au conflit dans le cadre conflit en Syrie dans le cadre de la résolution 2254. Une solution qui doit être permanente et fiable. Si le conflit s'éternise, il menacera l'intégrité territoriale de la Syrie ainsi que la sécurité et le bien-être de notre région. À l'heure actuelle, 4 millions de civils d'origine syrienne sont accueillis dans notre pays. Je pense que le Conseil de sécurité doit endosser sa responsabilité afin de proroger le mandat en faveur du mécanisme d'aide humanitaire pour le nord-ouest de la Syrie. Nous luttons contre des organisations terroristes à l'instar du PKK et de ses affiliés qui font planer une grave menace sur nos forces de sécurité de notre pays. Cette organisation ne cesse de changer de nom et essaye ainsi de se légitimer. Nous devons appeler le concert des nations à arrêter d'armer cette organisation terroriste et d'éviter de répéter les erreurs du passé. Nous pouvons prendre toutes les mesures contre le terrorisme. Et je voudrais vous le rappeler aujourd'hui. Nous n'hésiterons jamais à combattre le terrorisme. Nous serons pleinement résolus à adopter les mesures qui s'imposent pour combattre le terrorisme. Nous essayons de mettre tout en œuvre afin que nos frères et nos sœurs syriens puissent rentrer dans leur pays dans la dignité, dans la sécurité. Nous essayons de réunir les conditions nécessaires permettant aux civils qui ont fui la guerre de rentrer chez eux. Afin qu'ils puissent vivre dans la dignité, nous construisons près de 100 000 maisons de briques dans différentes régions de la Syrie afin qu'ils puissent y retourner. Une vaste majorité de ces 100 000 abris de briques ont déjà été construits et ont été remis à leurs propriétaires. Nous avons également engagé les préparatifs aux fins de la construction de 200 000 nouvelles maisons afin qu'1 million de Syriens puissent rentrer chez eux. Dans des zones sûres, près de 13 centres, notamment dans des régions rurales, ont fait l'objet de ce type de projet qui nécessite le soutien de la communauté internationale. Ainsi, tout un chacun doit afficher sa solidarité et son engagement en faveur de ce projet. Pour ce qui est des migrations irrégulières à présent, la crise des réfugiés ne saura être résolu en abandonnant ces réfugiés, en dressant des murs aux frontières ou encore en entassant les réfugiés dans des camps de réfugiés. Nous ne pourrons régler cette crise que par des efforts plaçant l'être humain en leur cœur. Ainsi, l'on peut voir notamment que la Grèce est de plus en plus cruelle à l'égard des immigrants en mer Égée et dans la Méditerranée orientale. La Turquie ne souhaite pas voir les dépouilles de bébés tels que Aylan rejetés sur les côtes, mais hélas, la Grèce repousse ces réfugiés de façon illicite, de façon tyrannique, et faisant ainsi de la Méditerranée une tombe de réfugiés. La semaine dernière, un bébé de 9 mois, Assim, ainsi qu'un enfant de 4 ans, Abdul Wahab, ont péri parce que les gardes côtiers grecs ont fait couler leur bateau. Je pense qu'il est grand temps que l'Europe et l'ONU, ainsi que les autres organisations internationales,
disent que cela suffit, que ces crimes doivent cesser. Il s'agit là de crimes contre l'humanité. J'en viens à présent à l'Irak, un autre pays limitrophe. Nous veillons à ce que la paix et la sécurité puissent être rétablies dans ce pays également. Nous souhaitons la réconciliation politique ainsi qu'une unité politique fondée sur l'identité irakienne. C'est le seul moyen d'inscrire dans la durée la prospérité en Irak et de mettre un terme aux agissements des organisations terroristes dans ce pays. Bien sûr, il y a certaines organisations terroristes qui profitent de l'instabilité en Irak, ce que nous ne tolérons pas, tout comme des attaques d'organisations terroristes à l'encontre de mon pays lancées depuis l'Irak. Comme je l'ai dit à maintes reprises du haut de cette tribune, nous allons combattre le terrorisme avec une grande détermination. Nous triompherons grâce à notre solidarité sincère. Nous allons combattre le terrorisme sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations. Nous souhaitons que nos alliés, que nos amis fassent preuve de solidarité et honorent leurs engagements. Les organisations terroristes face aux organisations terroristes au régime tyrannique, nous avons besoin de votre solidarité pour contribuer à la paix, à la prospérité de l'ensemble de notre région et de notre planète. Nous sommes disposés à œuvrer à vos côtés. Mesdames et messieurs les représentantes et les représentants, sur le plan de la sécurité, il existe de nombreux dossiers sur lesquels il faut se concentrer, notamment les régions d'Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale. À cet égard, l'heure est venue d'instaurer la stabilité et la prospérité en Libye, et cela pour la région, mais également pour ses voisins. La Turquie appuie les initiatives des Nations Unies en ce sens. Nous souhaitons protéger la souveraineté du peuple libyen, mais également son unité, son intégrité, afin que ce pays puisse connaître la prospérité. Des élections régulières et crédibles doivent se tenir en Libye, avec un gouvernement fort qui tire sa légitimité de son peuple. Pour que la paix et la prospérité prévalent au Moyen-Orient, il faut trouver un dénouement au conflit israélo-palestinien par le biais de la solution des deux États, ce que nous appelons de nos vœux. Il convient également de préserver l'identité historique et culturelle de Jérusalem, ainsi que le caractère saint de Al-Haram al-Sharif. Il y a lieu également de faire cesser les activités illégales de peuplement en garantissant la sécurité des biens et des propriétés des Palestiniens. Il nous faut trouver une solution permanente et fiable pour la région avec Jérusalem-Est comme capitale et avec l'avènement d'un État palestinien souverain indépendant. Il n'existe pas d'autre solution que cette dernière. Et cela ira dans l'intérêt du monde entier, du peuple palestinien, du peuple israélien et de la région. Et nous souhaitons y contribuer. Il en va de la responsabilité du concert des nations d'aider l'UNRWA afin que cet office puisse avoir davantage de ressources financières. Dans le même temps, nous nous préoccupons vivement des problèmes émanant de l'Iran. Nous avons toujours appuyé le plan d'action globale conjoint. La diplomatie et le dialogue doivent être à l'œuvre afin de résoudre les divergences qui entourent le dossier iranien. Il faut trouver une solution. Et l'Azerbaïdjan doit libérer les territoires occupés
Une fois pour toutes, nous avons aujourd'hui une occasion historique d'instaurer une paix et une stabilité permanente dans le sud du Caucase. La Turquie a appuyé sans faille les processus entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous avons pris des mesures d'envergure pour y parvenir. Les affrontements récents sont venus obscurcir cette évolution positive de la situation, mais nous pensons toujours qu'une paix permanente peut être établie entre ces deux pays. Nous allons continuer de nous tenir aux côtés de nos frères et de nos sœurs de l'Azerbaïdjan afin qu'ils et elles puissent grandir et puissent vivre dans la sécurité. Les routes de transport de notre région constituent également un motif de préoccupation. Si l'on réglait ces questions, cela irait en faveur de tous les peuples de la région. Depuis près de 50 ans, l'Afghanistan est aux prises avec les conflits, le terrorisme et la pauvreté, et l'Afghanistan est toujours dans une situation lamentable. Le gouvernement par intérim devra prendre des mesures nécessaires afin de garantir les droits humains fondamentaux. Nous pensons que certains signes sont encourageants. Nous allons continuer d'apporter notre concours à nos frères et à nos sœurs afghans et afghanes en ces temps tumultueux. Au Pakistan et l'Inde, qui ont acquis leur indépendance il y a 75 ans, la paix et la solidarité ne sont toujours pas de mise entre ces deux pays. Ce qui est fâcheux. Nous caressons l'espoir qu'une paix juste et durable pourra être établie au Cachemire. Nous présentons nos condoléances au peuple du Pakistan en raison des inondations désastreuses de ces derniers temps. Nous avons ensuite lancé une campagne humanitaire qui se poursuit à l'heure actuelle et nous nous tournons vers la communauté internationale pour lui demander d'apporter son concours au peuple pakistanais en cette période si difficile. Les musulmans Rohingyas doivent pouvoir rentrer dans leur contrée dans toute sécurité, de façon volontaire, dans la dignité, et nous appuyons cet objectif sans faille. Et nous sommes également très inquiets quant à la protection des droits et libertés fondamentales des Turcs ouïghours musulmans, de façon à ne pas mettre en péril l'intégrité territoriale et les droits souverains de la Chine. Dans les Balkans, nous ne ménageons pas nos efforts en faveur de la paix et de la stabilité et du règlement des différends par le dialogue, et ce, en diverses enceintes. Début septembre, nous avons effectué une visite officielle en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Croatie notamment. Je pense que des élections en Bosnie-Herzégovine contribueront au processus du dialogue entre Belgrade et Pristina et contribueraient à la stabilité dans la région. La Turquie souhaite régler tous les problèmes dans la région de la mer Égée de la Méditerranée orientale dans le cadre de relations de bon voisinage et dans le plein respect du droit international. Les pays qui lancent des incursions dans notre région ont perdu raison. Dans nos régions, la paix et la stabilité dépendent du respect des droits de toutes les parties. Nous nous attendons à ce que la Grèce laisse de côté la politique des tensions et de la provocation et soit plus réceptive à nos appels de coopération et de solidarité. Nous sommes d'avis que la conférence de la Méditerranée orientale que nous avions proposée précédemment permettrait d'atteindre ces objectifs. Hélas, nos homologues n'ont pas donné suite à ces propositions et poursuivent la politique de provocation, de conflit, au lieu de garantir
la stabilité et la sécurité. Nous allons toujours défendre nos droits dans la mer Égée, dans la Méditerranée orientale. Nous n'allons jamais céder sous les stratégies d'escalade de certains pays, même sur la question de la Chine, de Chypre plutôt. Nous souhaitons trouver un règlement une fois pour toutes, un règlement durable et juste. Et nous n'avons cessé d'œuvrer aux côtés de la République turque du Chypre du Nord pour y parvenir. Sur cette île, il y a 2 États et 2 différentes nations. Et cela doit être accepté par tous et toutes. C'est là la clé d'un règlement de la question chypriote que de reconnaître que les Chypriotes turcs ont des droits égaux souverains et que leur statut international doit être accepté. Nous souhaiterions demander à la communauté internationale d'arrêter d'imposer des sanctions aux Chypriotes turcs et de mettre de côté tout type d'embargo, de mettre un terme à cette tyrannie. La Grèce est membre de l'Union européenne et repousse les réfugiés en mer Égée de façon très inhumaine et impose également certaines politiques aux minorités musulmanes turques, négligeant toutes leurs responsabilités juridiques. Nous souhaitons dès lors que la Grèce puisse demander à l'Union européenne d'être plus bienveillant au lieu de fermer les yeux sur ces violations. Mesdames et messieurs, tous les défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle régionale et mondiale nous démontrent qu'une solidarité entre la Turquie et l'Union européenne est particulièrement importante. Cela fait près de 70 ans que nous sommes membres de l'OTAN. Nous avons des capacités militaires et nous menons des actions diplomatiques qui contribuent à la sécurité de la région euro-atlantique. Nous essayons de fournir sécurité, stabilité et prospérité sur le continent européen dans la mesure du possible. Et nous sommes proches de la côte asiatique de l'Europe. Nous avons ainsi entrepris certaines initiatives telles que Asia Anew afin d'avancer. Nous essayons également d'entretenir des liens plus étroits avec nos amis africains dans le cadre d'initiatives entreprises récemment. Du 16 au 18 décembre 2021, lors d'un sommet du partenariat, le 3e de ce type, entre la Turquie et l'Afrique, à Istanbul. La Turquie a toujours démontré son engagement en faveur de la paix, du développement et de la prospérité sur le continent africain, en voyant nos amis africains sur un pied d'égalité. Nous continuons également de resserrer nos liens avec l'Amérique latine dans le cadre d'un respect mutuel et nous allons continuer devrait être beaucoup plus actifs en Amérique latine. Nous sommes aujourd'hui chamboulés par de multiples écueils. Et nous sommes d'avis que la principale menace qui se dresse devant nous, c'est le refus de coexister les uns aux côtés des autres. Et je tiens à m'appesantir sur ce point. Nous sommes vivement inquiets face à la montée en puissance de la xénophobie, de la discrimination, du racisme et de la haine. Nous avons lancé un appel depuis cette tribune à ce que le 15 mars soit décrété journée de lutte contre l'islamophobie, à la suite, ou plutôt en commémoration de l'attaque qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande.
Nous réitérons cet appel au sein de l'OCI et ensuite de l'Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs décisions ont été adoptées afin que cette journée soit décrétée journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Nous espérons que tout cela se matérialisera et que l'on pourra ainsi combattre l'islamophobie. Comme je l'ai déjà dit précédemment, l'islamophobie est équivalente à l'antisémitisme. C'est un crime contre l'humanité. Et à cet égard, je formule le vœu que la 77e session de l'Assemblée générale puisse répondre aux espoirs, aux attentes de l'ensemble de l'humanité.